Éric Coquerel est l'invité du 6-9 ce matin, député de la France Insoumise, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Hier soir, Monsieur Coquerel, le CRIF a organisé une cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre au Dôme de Paris. Michel Barnier est invité à prendre la parole et au cours de son intervention, il cite le nom d'Emmanuel Macron à 2 reprises pour assurer la communauté juive de France du soutien de l'État. Un nom qui a été sifflé à 2 reprises par une partie de la salle. Est-ce que vous estimez que c'est normal ? Non, pour le coup. Il arrive que Emmanuel Macron se fasse siffler dans des événements pour des bonnes raisons. Et là, c'est évidemment pas le cas. Manifestement, c'est une réaction par rapport aux déclarations d'Emmanuel Macron sur la livraison d'armes à Israël dans ses offensives sur Gaza. Donc, évidemment, je trouve pas ça normal. On peut pas, avoir une réaction du chef de l'État. Mais on voit un peu quel est le processus. C'est-à-dire, pour le CRIF... toute personne est antisémite à partir du moment où elle n'est pas en accord avec la politique du gouvernement Netanyahou. C'est quand même un problème, quoi. Hier matin, sur ce plateau, nous recevions Manuel Valls. Il signe une tribune au point que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, dans laquelle il revient sur le 7 octobre, les conséquences du 7 octobre. Et il nomme la France Insoumise. Il estime que vous êtes un rouage, en gros, de l'antisémitisme en France. Oui, j'ai vu ça. Oui, j'ai vu que c'était la manière d'invalider ce que nous disons depuis un an, c'est-à-dire que... il y a les massacres, les crimes de guerre du 7 octobre qu'il faut évidemment toujours dénoncer. Je suis d'accord avec... j'ai vu un titre d'un éditorial du Monde hier, je trouvais pas mal, qui était sur l'idée « Une journée atroce, une année tragique ». Mais tout ça est dans un contexte aussi qui est celui d'une colonisation accrue de la Cisjordanie et du peuple palestinien en Cisjordanie, d'une occupation qui est devenue une destruction totale de Gaza. Il suffit de regarder les photos qu'il y a dans les magazines, puisque vous me parlez de magazines qui sortent en ce moment, et puis même d'une attaque sur le Liban, pays voisin, dont la capitale est bombardée. Donc on est obligé de prendre en considération l'ensemble de ces choses si on veut essayer de donner des solutions à la paix. Comment ? Parce que la façon dont vous les présentez là, à l'instant, et croyez-moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention, on peut avoir la sensation que vous tempérez ce qui s'est passé le 7 octobre. Non, je ne tempère pas. Il faut le mettre dans un contexte pour le comprendre. Mais je ne tempère pas la gravité de ce qui s'est passé. Mais oui, pour essayer de comprendre, je le remets dans un contexte. Qu'est-ce qu'a voulu nous dire Benjamin Netanyahou, et on le voit aujourd'hui ? C'est l'idée que le 7 octobre, finalement, serait un événement un peu de la même nature que ce que nous avons suivi avec Al-Qaïda. C'est-à-dire on aurait affaire à une offensive terroriste islamiste pour aller vite. Et d'ailleurs, c'est au nom de ça qu'aujourd'hui, il bombarde le Liban, il bombarde le Yémen, etc. Bon, je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Le 7 octobre est une action absolument abominable que je dénonce. On a parlé de crimes de guerre au bout de 2 jours. C'est pas une manière de le relativiser, mais qui s'inscrit dans une guerre qui est une guerre coloniale, que chacun constate. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui. C'est-à-dire, les objectifs, par exemple, de guerre aujourd'hui à Gaza sont moins, j'allais dire, entre guillemets, une vengeance collective qui serait totalement disproportionnée déjà, que le fait de poursuivre un objectif, c'est de faire en sorte que Gaza puisse pas être l'entité d'un futur État palestinien. C'est ça l'objectif de M. Netanyahou et son gouvernement, dont je rappelle que dans son gouvernement, vous avez nombre de gens d'extrême droite, nombre de gens racistes, nombre de gens suprématistes. Donc je demande qu'on considère l'entièreté de son conflit, sinon on ne va pas régler ce problème. Et la seule manière de ramener la paix dans la région, ce qui sera aussi dans l'intérêt du peuple israélien, c'est effectivement d'arrêter ce processus qui est contraire au droit international. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes totalement aligné sur la position d'Emmanuel Macron, sur la politique arabe et israélienne d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il est dans la bonne position d'équilibre. Manuel Valls sur ce plateau dénonçait une position d'équilibrisme hier. Est-ce que vous vous dites, là il a trouvé la bonne position ? Mais c'est pas nouveau pour Manuel Valls, parce que je vous ferai remarquer que c'est lui qui a rompu, au moment de la précédente attaque sur Gaza, il y a de mémoire au début, vers 2010, excusez-moi, j'ai pas le chiffre là, c'est lui qui a rompu la tradition française de politique, j'allais dire, qui mettait à équidistance à la fois la question d'Israël, c'est-à-dire, et c'est normal, en reconnaissant le droit d'Israël à vivre, à exister en paix. Ça, je trouve que c'est quelque chose de... Mais en même temps, le droit des peuples palestiniens. Il y avait, pendant longtemps, la politique française, que ce soit la gauche et la droite, qui était sur cette ligne-là. Emmanuel Macron semble y revenir depuis plusieurs mois. Le seul problème, c'est que ça reste des mots. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne met pas des actes en face de ces mots. Nous l'avons dit. Alors, ça fait longtemps qu'on demandait l'embargo sur les armes. J'espère qu'il est réel et concret, que je pense qu'il faut passer à des sanctions économiques. Rendez-vous compte que Gaza est totalement détruit.
que le Liban, aujourd'hui pays voisin d'Israël, est attaqué dans sa capitale. Comment justifier d'accepter ce genre de mesures qu'on récuse par ailleurs, et on fait bien, sur tout autre endroit du monde, dès lors que le droit international est bafoué. Donc, je trouve que Emmanuel Macron, c'est bien, maintenant il a les mots, il faut maintenant qu'il ait les actes, de façon à ce qu'on empêche Benjamin Netanyahou de poursuivre ce que chacun constate. Toute personne objective constate qu'aujourd'hui, il y a un risque d'embrasement de la région. Et c'est l'intérêt de personne. Vous diriez que, pardon, que vous ne citez pas le Hamas ni le Hezbollah. Pourquoi J'ai aucun problème pour le citer. D'accord, donc c'est bien Israël qui est en guerre contre une entité terroriste au sein de Gaza qui s'appelle le Hamas et au sein du Liban qui s'appelle le Hezbollah. Est-ce que toutes les populations civiles, excusez-moi, mais est-ce que toutes les... Alors déjà, première chose, Israël est en guerre, mais... Toutes les populations civiles, vous avez les bilans à Gaza, d'accord ? Le Monde le redonnait hier, 47 000 morts de mémoire, dont une très grande majorité de civils, d'enfants, de femmes. Et nous avons montré leur quotidien dans cette émission avant-hier matin dans un document exceptionnel. Je ne remets pas en question pour le préciser. Du côté du Liban, est-ce qu'on va voir si les gens qui sont tués sous les bombardements sont tous membres ou pas du Hezbollah? Vous savez très bien que c'est pas le cas. Il y a eu une femme, une ressortissante française de 87 ans qui est morte il y a pas longtemps. Est-ce que elle est ressortissante du Hezbollah? Donc on voit bien que la question, c'est pas seulement de mener la guerre. Et d'ailleurs, on pourrait s'interroger en quoi Israël peut justement décider qu'il va dans n'importe quel pays pour mener une guerre sur des gens qu'il désigne comme des adversaires. Moi, je m'interroge. C'est exactement. Je vous fais remarquer. Vous pensez que le Hezbollah ne considère pas Israël comme un adversaire, voire comme un ennemi, en parlant d'une entité sioniste qu'il faut détruire. Et avec des déclarations, sauf qu'aujourd'hui, qui est à l'offensive ? Excusez-moi, qui est à l'offensive aujourd'hui? C'est le Hezbollah qui est à l'offensive. C'est le Hamas. C'est le Hezbollah qui est à l'offensive. Tiré sur le nord Israël. Non. Est-ce que c'est le Hezbollah qui est aujourd'hui à l'offensive par rapport à Israël? Bien sûr que non. Depuis le 7 octobre, incursions au Liban, en solidarité les avec attaques le Hamas, au Liban qui ont eu lieu depuis quelques semaines, y compris au départ avec une élimination ciblée et de plus en plus avec des offensives jusqu'à des offensives terrestres, c'est pas le Hezbollah qui est à l'offensive. Israël a comme projet, enfin en tout cas je vais dire Benjamin Netanyahou, pour être très clair, d'ailleurs qui est contesté aussi par des centaines de milliers d'Israéliens, a un projet qui est d'empêcher définitivement la constitution d'un État palestinien. Il l'a dit, il l'a assumé. Et c'est exactement à ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et à partir de là, eh bien, il est, j'allais dire, en guerre par rapport à d'autres États, notamment le Liban. Aujourd'hui, il est en guerre avec le Liban. Il n'est pas seulement en guerre avec le Hezbollah. Un dernier mot là-dessus, Pascal. Donc ça, ce n'est pas admissible. Si on veut, excusez-moi, mais si on veut qu'un État considère qu'il a des ennemis à l'extérieur et qu'à partir de là, ça l'autorise à aller bombarder le pays voisin, mais dans ces cas-là, il faut donner raison à Poutine. Parce que je vous ferai remarquer que ce que disait Poutine dans sa justification vis-à-vis de l'Ukraine, que nous avons tout de suite condamné, c'est le fait qu'en Ukraine, il y avait des Russes qui étaient opprimés et qu'il fallait justement faire en sorte de les protéger. C'est ça le départ Bon, évidemment, c'était un prétexte. C'était un prétexte géostratégique. Et bien, c'est la même manière, ce qu'aujourd'hui met en avant monsieur Netanyahou. Et en plus, terrible danger qui s'importe en France et qui malheureusement fait des dégâts, il le fait au nom d'une prétendue guerre de religion, du choc des civilisations, qui serait un affrontement du bien contre le mal. Non, c'est un affrontement géostratégique, un affrontement d'un État colonial vis-à-vis d'une population dont je vous rappelle que l'ONU lui reconnaît le droit à l'existence et qui met en ce moment en péril et des organisations terroristes aussi. Et des organisations terroristes. Excusez-moi, les organisations terroristes. Alors, si vous me parlez d'organisations terroristes... vous ne la mentionnez pas dans votre équation. Non, mais parce que le Hezbollah n'est pas considéré politique, n'est pas considéré comme une organisation terroriste. Je vous le rappelle. Si vous le Hezbollah politique, vous faites vous-même la précision. Le Hezbollah politique. Attendez, aujourd'hui, ils font pas le tri. Le Hezbollah, vous parlez de ça, vous me dites organisation terroriste. Le Hezbollah, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron les a rencontrés il y a peu de temps et n'est pas considéré comme une entité. On peut pas être d'accord avec ce qu'elle dit, mais comme une entité politique. Et si on veut parler pour dire que quelque part il y aurait d'un côté les mauvais, les terroristes, et de l'autre côté l'État d'Israël qui serait positif, à ce moment-là, dites-moi comment vous caractérisez les attaques d'Israël sur Gaza, qui rasent totalement un pays, comment vous caractérisez les attaques d'Israël sur le Liban autrement que de terroristes. Donc, moi, dans cette affaire... Vous considérez qu'Israël est un État terroriste? En tout cas, c'est un État qui sème la terreur dans la région.
Alors, donc, sinon, on en revient à l'idée que derrière terroriste, il y a l'idée de caractériser ce qui serait du côté du bien et du côté du mal. Je ne suis pas d'accord avec cette version. Je pense qu'il faut faire en sorte qu'Israël revienne dans le droit international. Dans un instant, comme n'importe quel autre État dans le monde. Nous allons revenir à l'actualité française. Il y a l'examen d'une première motion de censure visant le gouvernement de Michel Barnier cet après-midi à l'Assemblée nationale. Vous y serez évidemment et nous allons y revenir dans un instant. Éric Coquerel est notre invité ce matin. Monsieur Coquerel, il y a l'examen cet après-midi à l'Assemblée nationale et le vote d'une première motion de censure déposée par la gauche. Elle vise le gouvernement de Michel Barnier. Ce matin, vous avez la certitude, une certitude, c'est qu'elle ne soit pas votée. Le RN a annoncé qu'il ne la voterait pas, qu'ils ont décidé d'appuyer pour l'instant le gouvernement Barnier et la politique qu'il poursuit, dont acte. Voilà. Donc c'est une manière de poser la question. Je vous rappelle que dans cette motion de censure, par exemple, puisque le RN prétend être pour, il y a le fait de dire que censurer aujourd'hui le gouvernement Barnier, c'est la meilleure façon d'abroger la réforme des retraites, par exemple. Alors, il y a peut-être un autre rendez-vous où le RN sera à vos côtés, c'est le budget, puisque le vote du budget, c'est l'occasion pour les partis politiques à l'Assemblée de se prononcer sur la politique générale. C'est très politique pour le coup comme vote. Est-ce que vous espérez à ce moment-là avoir les voix ? Mais on espère à ce moment-là arrêter surtout le budget qui est prévu, parce qu'on estime qu'il n'est pas bon pour le pays, notamment dans son enveloppe de baisse des dépenses publiques, qui va être, quoi qu'on en dise, j'ai vu des articles... En trompe-l'œil, non ? Non, c'est pas un trompe-l'œil. Non. 60 milliards d'euros par rapport à ce qu'on aurait pu dépenser. Oui, alors attendez, vous savez comme moi que la dépense publique, elle continue d'augmenter. Alors moins que prévu. Vous vous plaignez de quoi ? Non. Alors, ça, depuis 2 jours, on voit effectivement des arguments qui laisseraient penser que c'est un trompe-l'œil, il n'y aura pas tant de dépenses que ça, etc. Alors, moi, ce que je regarde, c'est des mesures qui sont pour l'instant sur le papier. Au niveau des dépenses de l'État, ça c'est concret, il y a pour l'instant déjà documenté 10 milliards en moins de dépenses de l'État. On est à 490, c'est ça ? Non, on en est, en réalité, si vous regardez les dépenses stricto sensus de l'État, d'accord, on en est à 353 milliards. Il y en avait 356 l'an dernier, il y a donc 3 milliards en moins. Si on tient compte de l'inflation, ça fait 10 milliards. Le gouvernement en annonce 5 autres de plus. Donc ça, c'est concret. Sur le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, ils annoncent 15 milliards de dépenses en moins. On va voir à la fin de la semaine où seront ces 15 milliards. Mais on sait déjà, par exemple, qu'il y a 4 milliards en moins sur les retraités. Ça, c'est documenté. Donc moi, je regarde pas à pas et progressivement, je ne sais pas si on arrivera effectivement à la somme de 60 milliards, qui est peut-être une somme mise sur la table en fonction du rendez-vous avec Bruxelles fin octobre, qui est de dire, attendez, on fait des efforts, on passe de 7%, donc vous avez raison de dire que c'est un déficit tendanciel, donc le maximum. Bon, mais tant qu'à faire, je préfère un gouvernement qui me donne des chiffres qui approchent de la réalité, plutôt que ce qu'on vient de vivre pendant des années, où on a un gouvernement qui, semaine après semaine, a été infirmé par les chiffres réels. Mais il part de 7%, il arrive à 5%, il dit qu'il faut 60 milliards, on verra bien si c'est l'entièreté des baisses, mais quoi qu'il arrive, on va avoir une baisse de plusieurs dizaines de milliards dans la dépense publique. Donc c'est quelque chose qui est évidemment un budget d'austérité. Mais sur la fiscalité... D'austérité, c'est le mot que vous employez ? Ah, bien sûr. Mais sur la fiscalité, ça va quand même dans le sens de ce que vous demandez. C'est pas évidemment ce que vous demandiez dans votre programme, loin de là, mais c'est quand même, ça va dans votre sens. Si on va sur une taxation sur les plus aisés, si on va sur repenser les taxations des entreprises, ça c'est exactement ce que vous voulez. Vous avez raison de dire que ça me donne raison. Là, je prends le point. On le dit depuis des années. On dit que cet État a fait trop. On a fait trop d'économies, c'est-à-dire on a trop baissé les recettes et qu'ils ont surtout favorisé les ultra-riches ou les très grandes boîtes. Bon, donc ça nous donne raison, je suis très content. Mais c'est pas suffisant, parce que le problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'il y a eu 62 milliards en moins de recettes organisées de l'État par an et qu'une grande partie favorise les plus riches. 50-50 ? Donc il faut aller en chercher plus que ce qui est prévu. Laissez-moi finir. C'est pas pour les riches. C'est quand même les gens qui payent leurs impôts, d'accord ? Et donc il y a 50% des gens seulement qui payent leurs impôts, et je considère... Ça c'est le problème peut-être. Voilà. Ça c'est un autre souci. Oui, mais ne posez pas plein de problèmes en même temps, sinon on va avoir du mal. En quelques minutes. Je réponds juste à la question. Moi je voudrais voir aussi sur le papier, puisqu'on interroge le fait de savoir combien finalement il y aura de dépenses en moins. Je m'interroge sur combien il y aura finalement de taxation d'impôts là-dessus. Parce que j'ai vu que les macronistes sont en train de s'organiser, ils ne sont pas d'accord. Donc si vous me permettez, j'attends de voir à la fin de la semaine ce qu'on aura concrètement. Je ne suis pas certain qu'on aura les 20 milliards qui sont annoncés, mais ça va dans le bon sens. Mais ça ne peut pas cacher
L'arbre ne peut pas cacher la forêt. Mais est-ce que vous appelez, M. Coquerel, ne peut pas cacher 40 milliards de dépenses? Est-ce que lorsque vous avez vu que Gérald Darmanin a estimé inadmissible le budget présenté en l'état, est-ce que vous dites à Gérald Darmanin, formidable, venez voter avec nous? Non, c'est pas le problème. Je pense que... pardonnez-moi, parce que toutes les voix vont compter dans votre objectif. En l'occurrence, on n'a pas besoin de ces voix pour contrer le budget. Je pense qu'il y a une opposition très largement majoritaire à l'Assemblée par rapport au budget. Mais c'est intéressant ce que vous me dites sur M. Darmanin. Parce que ça montre qu'en réalité, c'est la majorité, entre guillemets, relative, qu'organisait M. Macron en soutien au gouvernement Barnier, elle est fictive. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle a été mise sur la table pour nous dire... Elle est quand même un peu plus importante que la majorité dont pourrait disposer le nouveau Front populaire. Eh bien, ça s'avère faux. Dès les premiers soubresauts, on s'aperçoit qu'il y a une partie de cette majorité. Est-ce que toutes les voix, M. Coquerel, c'est pour ça que je pense que le gouvernement ne passera pas l'hiver. Parce que juste avec les voix du bloc de gauche, ça ne suffira pas. Oui. Donc il faudra d'autres voix. Alors vous prendrez celle venue de l'extrême droite, celle venue de l'ancienne majorité. Mais nous, on fera une motion de censure sur le budget, très certainement. S'il y a le 49.3, apparemment il y a le 49.3, et on fera une motion de censure sur nos bases. Tous les gens qui veulent voter sur nos bases en termes de critique du budget, ils sont les bienvenus, parce que ce qui m'apparaît important, c'est qu'on fasse en sorte que ce gouvernement ne puisse pas passer un budget d'austérité. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.